Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on met le cap sur Tokyo. Oui, mais pas le Tokyo des cartes postales. Exactement. Oubliez les images de Shibuya Crossing ou les grands temples connus. On va s'aventurer dans un quartier dont franchement peu de gens ont entendu parler, Uoizumi. Dans l'arrondissement de Nerima. C'est ça. Et à première vue, c'est la banlieue résidentielle classique un peu en marge, quoi. C'est ça, ça a l'air ordinaire. Mais voilà, les sources qu'on a étudiées racontent une toute autre histoire. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de gratter ce vernis. De trouver les récits cachés. Oui, trouver les trésors qui transforment ce lieu en une destination vraiment fascinante. On va déterrer 5 histoires, 5 secrets qui nous feront voyager du Japon médiéval jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui est passionnant. On pense souvent qu'il faut aller très loin pour être dépaysé, mais parfois il suffit juste de changer de regard. D'avoir de nouveaux yeux, comme on dit. Exactement. Et Oizumi, c'est l'invitation parfaite à faire ça. Ce n'est pas juste une banlieue qui a poussé sur des champs. En fait, c'est comme une superposition d'époques. Un millefeuille historique. Voilà, c'est ça. On a des traces de samouraïs juste à côté d'un ancien village de fermiers, le tout construit sur les ruines d'un projet de ville utopique qui a complètement capoté. C'est cette complexité qui est captivante. Alors allons-y, plongeons. La première strate nous ramène très très loin en arrière, au temps des guerriers. Il y a un temple, le Daizenji. De l'extérieur, il a l'air assez banal, non? Oui, il ressemble à beaucoup de temples de quartier, mais son histoire, elle, est liée au plus grand nom du Japon féodal. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire? On parle de l'époque de Kamakura au XIIe siècle. Le temple a été fondé par un certain Anno Zenjo. Et ce personnage n'était pas n'importe qui. Ah non, hein? C'était le demi-frère de Minamoto no Yoritomo, c'est-à-dire le tout premier shogun, le fondateur du gouvernement militaire qui a dirigé le Japon pendant des siècles. D'accord, donc ce petit temple de banlieue a des racines directes dans la fondation même du pouvoir des samouraïs. Ce n'était pas juste un lieu de prière. Pas du tout. C'était une pièce sur l'échiquier politique. Et la preuve, c'est qu'il a survécu à travers des âges. Des siècles plus tard, d'autres grands seigneurs de guerre, comme le clan Imagawa. On continuait à le protéger? Exactement. Parce que s'associer à ce temple, c'était se connecter à l'héritage des Minamoto. C'était une façon de dire « mon pouvoir est légitime ». On a retrouvé des documents, des actes de donation de terre signés par Imagawa Yoshimoto lui-même en 1536 et 1558. Et il y a un troisième document qui date de 1560. Et cette date, elle est importante. Elle est cruciale. 1560, c'est l'année où Imagawa Yoshimoto meurt à la bataille d'Okeazama, une défaite historique. Oui, le fait qu'il renouvelle son soutien au temple cette année-là montre à quel point, en temps de crise, le soutien des institutions religieuses était vital. C'est un geste presque désespéré. Incroyable. Et même après ça, le temple continue de s'adapter. Il a une résilience extraordinaire. Un peu plus tard, il change même de branche du bouddhisme. Il passe du Shingon au Soto, qui était plus populaire dans la région. Et puis, Tokugawa Ieyasu arrive, le grand unificateur. Oui, et que fait-il? Non seulement il confirme les possessions du temple, mais il les augmente un petit peu. On passe de 15 à 16,5 koku. Koku. Ça représente quoi, un koku? Alors, un koku, pour se donner une idée, c'était la quantité de riz nécessaire pour nourrir un homme pendant un an. Ah oui, donc ce n'est pas un petit cadeau. Non, c'est un signal politique très fort, le nouveau maître du Japon qui dit « Je respecte les traditions, je garantis la stabilité ». Ce petit temple d'Oizumi était un vrai baromètre du pouvoir. C'est fou. Donc on a ce temple, vestige du pouvoir ancien, mais le nom du quartier aujourd'hui, Oizumi Gakuen, ça sonne très moderne. Gakuen, ça veut dire cité académique, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on arrive à notre deuxième secret, et c'est une histoire assez savoureuse. Je sens que ça va me plaire. Pour ça, il faut faire un bond dans le temps jusqu'à l'ère Taisho, les années 1920. Une période d'optimisme fou, un peu comme nos années folles. Le développement des banlieues? Voilà. Les compagnies ferroviaires privées achètent des terres agricoles pour rien. Elles construisent une ligne de train et elles vendent les parcelles à prix d'or. Et c'est là qu'entre en scène Yasujiro Tsutsumi, le fondateur du groupe Seibu, un vrai magnat de l'immobilier, un visionnaire ou un requin, c'est selon. Il a un projet démesuré pour Oizumi, créer une cité académique. Une ville modèle. Exactement. Sur plus d'1,5 million de mètres carrés. Le plan est génial. Il veut convaincre une université prestigieuse de s'y installer, et l'université attirerait une élite, ce qui ferait exploser la valeur des terrains. Malin. Très malin. Et au début, c'est un triomphe. Les premières ventes de terrain en 1924, c'est un succès phénoménal. Tout part en quelques heures. Les gens se ruent dessus. Oui, mais, car il y a un mais, le château de cartes s'écroule. En 1925, l'université de commerce de Tokyo, la cible de Tsutsumi, annonce qu'elle a choisi un autre site.
Attendez, donc tout le projet tombe à l'eau. Complètement. L'âme du projet, l'université, a disparu. Le rêve est mort-né. Ah, d'accord. Mais ce qui est fascinant, c'est que le nom, lui, est resté. Oizumi Gakuen, le nom du quartier aujourd'hui, est littéralement le fantôme d'un projet qui a échoué. C'est fou. C'est un monument à un échec, en fait. C'est exactement ça. Ça nous rappelle que les villes ne se construisent pas toujours sur des réussites, mais parfois sur des accidents, des échecs. Se promener dans Oizumi Gakuen, c'est marcher dans les vestiges d'une utopie qui n'a jamais existé. De cet échec urbain, on passe à quelque chose de plus terre-à-terre, c'est le cas de le dire. Notre troisième secret, la ferme Shiraishi. Ah oui. Une ferme en plein Tokyo. C'est une jolie image, mais est-ce que ce n'est pas juste un peu anecdotique, une attraction pour touristes? C'est une question légitime, mais la réponse est non, c'est bien plus que ça. Cette ferme n'est pas un décor, c'est un acteur social et culturel essentiel. Vraiment? Oui, on est au cœur d'une des plus grandes mégalopoles du monde, la pression immobilière est démente, et pourtant cette famille continue de cultiver la terre. Oui. C'est déjà un acte de résistance en soi. D'accord, mais au-delà du symbole, quel est son rôle concret? Son rôle est fondamental. Elle est partenaire officielle d'un programme national japonais qui s'appelle le Shokuiku. Le shokoiku. Oui, l'éducation alimentaire. L'idée, c'est de reconnecter les gens, surtout les enfants des villes, à l'origine de ce qu'ils mangent. Comprendre le cycle des saisons, le travail de la terre. Ce qui est essentiel dans une société où tout vient du supermarché sous plastique. Voilà, c'est une mission quasi politique. Et on peut y participer, mettre les mains dans la terre. Absolument. Ils organisent des sessions de récolte. Pour un visiteur, c'est une expérience unique. C'est une bouffée du vrai Tokyo, loin des clichés. C'est comprendre comment une communauté se bat pour un mode de vie durable. C'est une oasis de sens, en fait. C'est exactement ça. Bon, on a parlé de samouraïs, de promoteurs, de fermiers. Mais les sources parlent aussi de ninjas. Là, j'avoue, ça me semble tout droit sorti d'un manga. On a tous cette image du ninja en pyjama noir, hein, mais la réalité historique est comme souvent beaucoup plus intéressante. Racontez-moi. Après l'unification du pays, au XVIIe siècle, le shogun Tokugawa Ieyasu devait récompenser ses alliés. Et parmi les plus efficaces, il y avait les groupes de ninjas de la province d'Iga. Il les a payés en leur donnant des terres? Exactement. Il leur a donné des fiefs à des endroits stratégiques autour de sa capitale, Edo, l'actuel Tokyo. Leur mission était de la défendre. De la surveiller et de la défendre. Et l'un de ces villages, le village de Hashido, se trouvait précisément sur le territoire de l'actuel Oizumi. Attendez, des ninjas. Et on a des preuves concrètes de ça? Je pensais que c'était plus ou moins une légende. C'est une idée reçue. Ici, les preuves sont littéralement gravées dans la pierre. Au sanctuaire local, le Ikawa Jinja, on peut voir un bassin d'eau et un portail Tori. Qui ont été offerts par les ninjas? Offerts par les membres du groupe Iga, oui. Et ce ne sont pas des objets de folklore. Ils sont classés bien culturels officiels par l'arrondissement. Ce sont des traces tangibles. Donc les ninjas n'étaient pas que des espions de l'ombre? Ben non. C'est ça qui est passionnant. Ces dons au sanctuaire, ce n'étaient pas que des actes de foi. C'était des déclarations publiques de leur nouveau statut. Ils se sont rangés, en quelque sorte. Voilà. En temps de paix, ces guerriers de l'ombre sont devenus des notables, des administrateurs, des samouraïs respectés. Ça démystifie complètement l'image romantique. Et juste à côté, il y a un autre sanctuaire, le Oizumi Tenjin Kitano Jinja. Oui, et la connexion entre les deux est très belle. Le Ikawa Jinja, c'est la protection, la force guerrière. Le sanctuaire Kitano, lui, est dédié au dieu des études et de la connaissance. Le sabre et le pinceau. C'est ça. On peut imaginer un parcours fou. On commence par l'héritage guerrier des ninjas et on continue vers la prière pour la sagesse. Encore une facette de la complexité d'Oizumi. On arrive à notre dernier secret. Et là, c'est une collision culturelle assez... Violente. Le mot est juste. Parce qu'au milieu de toute cette histoire japonaise, de ces strates séculaires, on tombe sur Poudlard. Le Warner Bros. Studio Tour Tokyo de Making of Harry Potter. Le choc est total. C'est le grand écart absolu. D'un côté, on a ce qu'on vient de décrire, des histoires lentes, complexes, enfouies, qui demandent un effort pour être comprises. Une réalité authentique, mais pas forcément spectaculaire. Voilà. Et de l'autre, La magie pure. Mais une magie importée, parfaitement packagée. exactement. Le Studio Tour, c'est l'opposé. C'est une fiction, une évasion immédiate, universelle, à consommation rapide. Une expérience conçue pour être instagrammable. Et ses demandes sont voisins. Ils sont voisins. Et cette juxtaposition géographique, c'est une chance unique pour réfléchir.
Comment ça? Uizumi se retrouve à un carrefour philosophique. En tant que visiteur, on a le choix, littéralement. On peut tourner à gauche pour la magie rapide ou à droite pour la réalité lente. Et la vraie valeur du lieu, c'est ce choix qu'il nous impose. Peut-être oui. Il nous force à nous poser la question, qu'est-ce qu'on cherche quand on voyage? L'évasion ou la compréhension? C'est une perspective fascinante. Quand on rassemble tout ça, ce quartier, qui semblait si anodin, a en fait toujours été un carrefour. Toujours. Carrefour du pouvoir avec les shoguns, carrefour de l'économie avec ce projet fou. Et maintenant, carrefour culturel entre l'histoire locale et la pop culture mondiale, si je devais retenir un mot, ce serait peut-être résilience. Oui, la résilience du temple, celle de la ferme, mais j'ajouterais aussi l'échec. Le rêve brisé de la cité académique est peut-être plus instructif qu'une grande réussite. Il nous rappelle que les projets humains sont fragiles. Et enfin, la durabilité, avec cette ferme qui montre qu'un autre futur est possible, même au cœur d'une mégalopole. Quelle serait la pensée finale alors à laisser à celles et ceux qui nous écoutent, en imaginant ce carrefour d'Oizumi? Je pense que cette proximité entre le sanctuaire des ninjas et le château de Poudlard, ce n'est pas un hasard. Ça incarne une tension très contemporaine. D'un côté, notre besoin croissant de récits magiques pour nous échapper d'un monde qui nous semble parfois trop complexe, trop dur. Et de l'autre? De l'autre, une soif tout aussi profonde d'authenticité, de racines, de choses vraies. D'accord. La question que pose Waizumi, c'est celle-ci. En choisissant où nous passons notre temps et notre attention, entre le réel et le magique, entre le lent et le rapide, que choisissons-nous sur nous-mêmes? Et qu'est-ce qu'on espère vraiment y trouver?